et bienvenue dans ce nouvel épisode de DevApps, podcast consacré à l'actualité, au développement et à l'architecture des technologies.net. Nous enregistrons cet épisode aujourd'hui le 13 mai 2016. Je suis Denis Voituron et je suis accompagné de Christophe. Bonjour Christophe, comment vas-tu ? Écoute, ça va très très bien. Ça va être un épisode qui va être vachement intéressant. Je pense aussi. Ça va intéresser effectivement, je pense, beaucoup de monde aussi. En tout cas, j'ai déjà eu moi beaucoup de questions ici dans mon entourage, donc on va voir. Et donc pour ça, pour nous accompagner aujourd'hui, on a un nouvel invité qui est Thomas Lebrun et qui va venir nous parler d'un sujet brûlant, comme on le disait dans l'actualité de Microsoft, qui a fait le buzz encore il y a quelques semaines maintenant lors de la dernière conférence Build, la conférence des développeurs de Microsoft. Et donc je veux parler des développements Xamarin. Bonjour Thomas, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Denis, bonjour Christophe. Tu vas bien ? Salut Thomas. Ça va. Hein. Tout va bien. Tu es au boulot aussi et tu passes une heure avec nous pour pouvoir discuter un petit peu de ce sujet que Microsoft a mis à l'ordre du jour. Ouais. Je me suis isolé dans un bureau et je passe une heure pour discuter avec vous de ce sujet-là, en espérant discuter avec vous, échanger et puis répondre à 2-3 questions. Ouais, tout à fait. Avant que tu nous parles de Xamarin, je te propose de te présenter un petit peu. C'est ce qu'on fait à chaque fois. Hein. Donc, les grandes lignes, bien sûr. Tu me coupes si je me suis trompé. T'es sorti de Supinfo en 2007. C'est ça, tout à fait. T'as travaillé 2 ans chez Winwise et maintenant tu as enchaîné. En 2009, t'es architecte chez Infinite Square. Je fais plein de choses en fait chez Infinite Square. Je fais de l'architecture logicielle, je fais du consulting. Je fais de la gestion de projet, donc j'ai pas de titre officiel, mais voilà, je suis consultant au sens large. Voilà. Ouais, voilà, c'est ça. Qu'est-ce que j'ai dire ? T'es aussi auteur de plusieurs bouquins. T'avais fait en 2007 le WPF par la pratique, tout seul. Puis en fait, après, t'as été co-auteur avec Jonathan Antoine de MVVM de la découverte à la pratique en 2011. Pardon ? MVVM de la découverte à la maîtrise. Désolé. Puis après, j'avais noté le MVVM de A à Z en 2012. Ouais, alors MVVM de A à Z, c'était plus une conférence qui avait été animée lors d'un Tech Days, qui était effectivement une espèce de continuité de ce bouquin. Mais ouais, effectivement, c'est bien ça. T'es MVP depuis presque 10 ans. Je dis presque parce que c'est en 2007 le premier. C'était en juillet 2007, tout à fait. Donc ça fera 10 ans l'année prochaine si tout va bien. D'accord. 10 ans en 2017 ? En 2017, ouais, tout à fait. D'accord. Après, on connaît aussi Thomas Lebrun sous le nom de Morpheus. Effectivement, c'était la bonne époque. C'est toujours une bonne époque, mais c'était une autre époque. En fait, tu as été un gros contribueur sur... Alors, je me demande si t'as pas commencé sur avant que ce soit Code Source il y avait VB France avec Nix, tu te souviens de ça ? Oui, tout à fait. Et après, t'es très longtemps sur développer.com. Tu y es encore, je crois, de toute façon. T'es quasiment un responsable .NET et là un admin des forums. Alors, je l'ai été pendant effectivement très longtemps. J'ai été responsable de la communauté .NET sur développer.com. Je suis toujours un petit peu l'actualité, mais j'ai laissé un peu cette partie de responsabilité à d'autres pour me consacrer à d'autres choses. À l'époque, j'avais un petit peu plus de temps. J'étais étudiant, donc je pouvais passer plus de temps sur Internet et le travail, c'était pas très grave. Maintenant, les choses ont un petit peu changé, donc voilà. Donc je suis un petit peu l'actualité, ce qui se passe toujours un petit peu chez Développer, mais j'ai laissé les responsabilités des prises de décision et la gestion des écritures d'articles, ce genre de choses, à des gens qui avaient un petit peu plus de temps. C'est là que je t'avais connu en fait, en tout cas par Internet. C'était au départ sur VB France et ensuite après sur développer.com. Tout à fait. Après t'as un blog, gros blog, mais en fait qui se découpe en plusieurs petits blogs. T'avais commencé sur développer.org en 2006, tes premiers articles, et là maintenant c'est sur blog.thomaslebrun.net. Ouais, en fait j'ai eu un blog sur developer.org, j'ai eu un blog sur développer.com. Et au bout d'un moment, je me suis dit, tiens, ce serait pas mal d'avoir un petit peu mon espace à moi. Donc, finalement, j'ai mon blog.thomaslebrun.net
Et à côté de ça, j'ai aussi le blog qui est plus lié à mon boulot, donc blogs.infinisquare.com/b/tom. Donc où je couvre majoritairement les mêmes sujets, mais typiquement mon blog perso sera en anglais et mon blog pro est plutôt en français. Et donc aujourd'hui, tu viens de nous présenter Xamarin, comme on l'a dit. Et donc par rapport à ça, on va peut-être faire un peu une petite historique, Christophe. Non, je voudrais pas qu'on fasse un historique de Xamarin et puis un peu rentrer dans les ficelles et puis rendre le truc imbitable. Juste pour rappeler que initialement, c'est l'équipe qui avait fait le projet Mono, qui a l'initiative de Xamarin et qui vient maintenant d'être acheté ici en février dernier. Mais je pense qu'on va faire un système de questions-réponses avec Thomas. Ouais. Très bien. Et déjà, la première question, moi je dirais, mais qu'est-ce que Xamarin? Et en fait, quelle est leur approche? Voilà le premier truc auquel tu vas nous répondre, en quelques mots. Ok, alors c'est une question un peu large. L'objectif de Xamarin, c'est de s'attaquer au développement cross-platform. Et donc du coup, de vous permettre de faire des applications donc iOS, Android et Windows Phone en utilisant Visual Studio et C#. Donc l'objectif, c'est vraiment ça, c'est vraiment de vous dire, à l'heure actuelle, on sait faire des applications cross-platform dans d'autres technologies, type Cordova par exemple, mais on utilise pas mal de nos jours en fait tout ce qui est C#, Visual Studio, parce que ce sont des technos et un langage de développement très utilisé. Et donc Thomas, en fait, du coup, on ne parle que d'applications mobiles, pas d'applications bureau ou d'applications sur OS X? Alors, évidemment, c'est une bonne remarque. Dans le cadre des applications Xamarin, donc on va parler des applications mobiles au sens iOS, Android et Windows Phone, et également maintenant effectivement la partie Windows Universal, donc UWP. Mais on a également la possibilité, avec Xamarin, de développer des applications effectivement pour macOS, donc là qui seront un petit peu, qui seraient même complètement assimilées à des applications de bureau côté Apple. Et du coup sur PC, avec le Continuum, est-ce qu'on peut du coup se dire c'est presque, ça reste une application? Non, pardon, je me trompe en posant la question. C'est aussi une application PC du coup parce que Windows 10. Alors tout dépend évidemment mais tout va dépendre du type d'application que tu vas chercher à développer. Si effectivement tu développes une application Xamarin qui soit sur les trois plateformes, donc iOS, Android et Windows, donc là je parle bien de Windows en sens large, effectivement tu vas du coup avoir tendance à développer une application Windows du coup 10. Et donc, comme toutes les applications Windows 10, tu vas pouvoir y accéder depuis ton téléphone, depuis ta tablette, depuis ton PC, voire même depuis ton téléphone relié à ta télé avec Continuum, comme tu l'as évoqué. C'est ça. On parle de quoi comme type de plateforme supportée par Xamarin? Donc on parle de téléphone et de tablette de type iOS, Android, et qu'est-ce qu'on a? En termes de plateforme, donc c'est iOS, Android, Windows et macOS. Et en termes de device en tant que tel, là tu peux aller même beaucoup plus loin. Tu peux avoir donc PC, tablette et téléphone, les éléments les plus classiques. Mais tu vas également retrouver, pourquoi pas, la télé, avec toutes les télés maintenant connectées dans lesquelles tu peux installer des applications Android, par exemple. Différents types de devices, finalement, même ceux auxquels on ne s'attendrait pas forcément. C'est ça, même un Apple Watch maintenant, ou certains bracelets, ça peut fonctionner aussi avec Xamarin. Exactement, Apple Watch, ou les lunettes... les lunettes de Google par exemple, toutes ces technos finalement sur lesquelles tu développes à la base avec une techno, donc par exemple sur Android tu vas développer en Java, ou sur iOS tu vas développer en Swift ou en Objective-C. Tout ça tu vas pouvoir le refaire avec Xamarin et C#. Directement depuis Visual Studio ou depuis Xamarin Studio? Au choix, tout ce reste ça dépend. Vraiment tout faire? En fait, c'est pour ça que je dis que ça dépend. Tout dépend du type d'application que tu vas vouloir développer. Une application, on va dire, on prend un exemple simple. Je veux développer une application qui soit sur les trois OS, iOS, Android, Windows.
Depuis Visual Studio, je vais pouvoir cibler, développer mes 3 applications. Depuis Visual Studio, donc je vais pouvoir travailler donc mon application Windows Phone, on va dire classique, et je vais du coup avoir accès à la partie Android avec les émulateurs Android ou d'autres émulateurs depuis Visual Studio, et également toute la partie macOS ou iOS depuis VS. L'autre possibilité, évidemment, c'est d'utiliser Xamarin Studio, donc qui est l'environnement de développement proposé par les équipes de Xamarin pour développer donc des applications cross-platform. Il y a la un seule intérêt. petite particularité, alors en fait, je vais dire la seule particularité, c'est qu'avec Xamarin Studio, on va pas forcément pouvoir développer tout type d'application tel qu'on pourrait le faire avec Visual Studio. Alors, Xamarin Studio sur PC va vous permettre de développer des applications Android, ok, mais ne vous permettra pas de développer des applications pour Windows, parce que c'est une spécificité liée finalement à Visual Studio. Donc je dirais Visual Studio, en termes de développement, sous Windows en tout cas, c'est plus complet. Si on doit dire à un développeur qui débute quel environnement il doit choisir, sous Windows, vaut peut-être mieux qu'il choisisse directement Visual Studio pour développer avec Xamarin alors. Obligatoirement même. À l'heure actuelle, c'est obligatoire. Tout dépend, c'est toujours pareil, mais à l'heure actuelle, effectivement, ça reste quand même le choix le plus recommandable. Surtout que maintenant, Visual Studio existe en version Community, donc il est gratuit et utilisable par n'importe quel développeur. Et Xamarin, depuis la conférence Build, a également mis à disposition des développeurs directement dans Visual Studio Edition Community. Donc c'est pareil, donc gratuitement. Donc c'est-à-dire que à l'heure actuelle, n'importe quel développeur peut très bien installer Visual Studio Community Edition, installer Xamarin Community Edition par-dessus, et du coup il pourra faire ses développements cross-platform. Avec d'autres limitations, typiquement, s'il veut pouvoir développer sur iOS, il aura quand même besoin d'un Mac à côté, qui sont là des limitations purement légales, mais de base, il pourra quand même concevoir son code métier et commencer à travailler sur Android et sur Windows. Il sera complètement libre. C'est ça, on va peut-être reparler après effectivement de la manière de créer des applications, notamment sur Mac, enfin sur iOS, parce que tu dis il faut parler à un Mac, mais ça on va revenir dessus. Mais si je reviens sur les généralités, si on prend d'autres solutions de développement cross-platform de type Apache Cordova par exemple, qui est lui orienté plutôt HTML, JavaScript, ici on est dans du développement avec un langage qui est le C#, si j'ai bien compris. Oui. Mais qui donne quoi? On parle souvent de langage et de compilation native. Qu'est-ce que fait Xamarin par rapport à d'autres? Quel est son avantage, je vais dire, par rapport à d'autres systèmes tels que Apache Cordova par exemple? Alors, effectivement, c'est une bonne question aussi. L'idée de Xamarin, c'est de vous permettre d'écrire donc du C# ou ça marche aussi. Alors, c'est moins utilisé, mais ça marche aussi avec F#. Voilà, il y a des gens qui utilisent F#. Donc pour tout ce qui est programmation fonctionnelle, mais pas Xamarin supporte. Non, pas VB. Okay. C'est un choix de l'éditeur, pourquoi pas. Mais Xamarin supporte effectivement C# ou F#. Et l'idée, du coup, c'est comment dirais-je, de compiler votre code et de faire en sorte que le code que vous obteniez à la compilation soit la même chose que si vous étiez, alors typiquement on va prendre l'exemple d'iOS, si vous compilez du code iOS sur un Mac, donc écrit en Swift ou en Objective-C, si vous faites la même chose avec Xamarin, l'idée c'est que le code qui soit généré au final soit exactement le même. Du coup, c'est-à-dire que le binaire que vous allez obtenir au final soit exactement le même. Donc c'est pour ça qu'on dit que quand on travaille avec Xamarin, les binaires qui sont produits sont des binaires dits natifs, dans le sens où c'est vraiment le binaire qui sera utilisé sur la plateforme, qui sera compatible avec la plateforme. C'est ça, c'est comme si on avait développé en Objective-C ou en Java si c'est de l'Android. Il y a aucune différence, enfin il n'y a pas moyen de voir qu'on a développé avec Xamarin. Il fait des références à des assemblies, enfin ou des DLL ou autres, non? Alors dans le cas d'iOS, c'est en fait tu peux vraiment pas le voir parce que du coup pour iOS, t'es vraiment obligé de compiler en natif parce que le modèle d'exécution des applications sur iOS est un petit peu différent, mais pour iOS, t'es vraiment obligé de compiler et d'obtenir un binaire natif, ce genre de choses. Donc là, en gros, je caricature, mais c'est comme si au final t'obtenais de l'assembleur.
et donc d'une version d'un binaire à l'autre en assembleur, c'est compliqué de voir si ça a été généré par Xamarin ou pas. C'est ça. Donc toute la couche framework que Xamarin apporte, de bibliothèques et autres, elle est intégrée à ce moment-là. Il y a même plus de lien vers du Xamarin quand on fait un développement Xamarin iOS alors. Exactement. Ça, c'est pour iOS. Par contre, pour Android, c'est un petit peu différent. Android a un modèle d'exécution qui est un petit peu, finalement, qui est assez proche des applications .NET, avec une espèce de machine virtuelle qui tourne. Et du coup, quand on développe une application Xamarin pour Android, on se retrouve avec un binaire qui est dans un langage intermédiaire. Et à côté de ça, on va avoir finalement le runtime Xamarin qui va tourner en fait sur le device et qui va prendre le contenu de ce binaire, le recompiler à la volée. Là, par contre, du coup, pour en générer un binaire qui soit compréhensible par la plateforme, mais du coup à l'exécution, à la volée. Donc le binaire finalement qu'on obtient à la fin d'une compilation sur Android est un binaire, donc c'est un APK vraiment classique, mais qui embarque tous les éléments nécessaires au bon fonctionnement de Xamarin. Et après, cet APK et le runtime Xamarin sont recompilés à la volée pour être exécutés sur le device. Ok. Et donc oui, donc on voit c'est surtout l'aspect natif par rapport à, par exemple, je disais Apache Cordova, c'est l'intérêt, c'est de faire du natif ici. Quel est selon toi l'avantage de développer en natif? Ça apporte quoi? C'est compliqué, c'est une question qu'on se pose souvent. Typiquement, les gens nous demandent souvent pourquoi faire du Xamarin plutôt que du Cordova. Alors effectivement, on dit que le Xamarin c'est du natif, mais pourquoi? Quel est l'intérêt? Ouais. Alors pour moi, en fait, il y a deux intérêts principaux, si je puis dire. Le premier, à partir du moment où on fait du natif, on est sûr d'avoir des performances qui soient meilleures. Je parle pas forcément de performance optimale parce que finalement, si je fais une boucle infinie, que je la fasse en natif ou dans n'importe quel techno, ça restera une boucle infinie et j'aurai des performances catastrophiques. Mais du coup, l'idée, c'est vraiment d'essayer de proposer les performances les plus optimales sur la plateforme. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point à minima d'utiliser Xamarin versus Cordova, c'est qu'il y a certaines fonctionnalités où on a certaines fonctionnalités qui sont plus accessibles avec le framework Cordova. Donc quand on veut par exemple accéder à des ressources système ou à des fonctionnalités de l'OS ou du device, c'est parfois plus facile de le faire en Xamarin que de le faire en Cordova. Et je dis parfois parce que c'est pas le cas c'est pas valable pour tous les cas, mais voilà, il y a des fois en Cordova on va être obligé de faire des petites bidouilles. Je pense par exemple au fait de pouvoir envoyer un email. C'est possible en Cordova, mais il faut faire des petites bidouilles pour y arriver. Avec Xamarin, c'est limite une fonctionnalité native. Voilà, je veux envoyer un email, j'appelle la fonctionnalité d'envoi de l'email. Du coup, c'est intercepté par la plateforme qui m'ouvre la boîte mail par défaut et qui me propose d'envoyer un email en fait. C'est ça, et on a accès à toutes les fonctionnalités natives de la plateforme. Donc si on veut faire quelque chose sous Android, il y a a priori avec Xamarin pas de limite, on sait y accéder. Alors effectivement, c'est une certitude. En fait, 100% des API iOS Android sont couvertes par Xamarin. Donc c'est-à-dire que tout ce que vous faites en Objective-C ou Swift sur iOS ou tout ce que vous faites en Java sur Android sera refaisable en C# avec Xamarin. D'accord, mais tu dis 100%, tu m'as pas dit 100% Windows? Alors, je mets de côté 100% Windows parce que donc Xamarin supporte aussi la plateforme Windows, c'est pas un souci, mais du coup, finalement, à l'heure actuelle, si je veux développer une application Windows Phone, j'ai pas besoin de faire du Xamarin. Je peux faire du Windows Phone classique ou de l'UWP tout seul dans mon coin sans avoir besoin de Xamarin. Donc c'est pour ça que... Vas-y. Je dirais les spécificités des uns et des autres Android iOS qui sont propres par rapport au device. Ça veut dire que dans le code, je vais devoir avoir des balises qui m'indiqueraient là je vais vers un code spécifique Android, là je vais vers un code spécifique iOS, ou alors j'ai un code spécifique Xamarin qui lui-même derrière va gérer ces deux choses-là. C'est un petit peu un mix des deux, dans le sens où tu vas avoir un code unique, tu vas écrire un code unique, et après, en fait, tu vas utiliser différents mécanismes comme l'injection de dépendance ou ce genre de choses, qui vont te permettre de dire, ok, là par exemple, je fais appel à typiquement, je veux envoyer un email.
la méthode la méthode pour créer un email sur la plateforme Android, les API donc sur Android ne sont pas les mêmes que sur iOS et même sur Windows. Ce qui est logique, chaque plateforme a ses propres API spécifiques. Mais du coup, l'idée c'est que toi, tu écrives un code unique et ensuite, sur chacune des plateformes, tu viennes créer une implémentation du code que tu es en train d'écrire. Et via les systèmes donc ce que je disais, d'injection de dépendance et autres, toi tu vas dire je veux, donc dans ton code métier tu vas dire je veux ouvrir un email, donc ça c'est le code que tu vas écrire, et bah automatiquement, boum, le code correspondant, il détectera sur quelle plateforme il est que je suis sur iOS, Android ou Windows, et en fonction du code de la plateforme sur laquelle il appellera le code spécifique en fait. Mais ça, c'est à la compilation qui va choisir ça. Pardon ? C'est à la compilation qui va sélectionner est-ce que je suis sous compilation Android ou compilation iOS pour choisir le bon code à exécuter. Oui, alors tu peux l'avoir à la compilation, tu peux l'avoir également au runtime, ça dépend de comment tu implémentes ton code. Okay. Mais évidemment de base, tu peux le faire tu peux le faire à la compilation, donc ou avec les mécanismes d'injection de dépendance, ou alors tu vas pouvoir le faire avec les fameuses directives dièse-if. Donc tu peux dire si je suis sur Android, tu fais ça, si je suis sur iOS, tu fais ça, sinon tu fais ça en fait. Et du coup, la compilation, il va enlever le code qui ne cible pas la plateforme. Si je résume, on peut avoir de la précompilation avec les dièse-if. Ok. Mais par exemple sur l'exemple de l'email, peu importe la mécanique de Xamarin derrière, moi j'écris un seul code. Oui. Alors, mais est-ce que je dois réapprendre quelque chose que je possédais déjà dans ma connaissance quand je développais une application Windows en C#? Est-ce que je dois réapprendre des nouvelles fonctionnalités spécifiques Xamarin pour ça alors? Non, ce que tu vas réapprendre, parce que t'es obligé, du coup t'es sur une nouvelle plateforme, donc il y a des choses que tu ne connais pas. Donc ce que tu vas devoir réapprendre, ce sont toutes les nouvelles API dédiées à la plateforme. Donc toutes les compétences C#, tu vas les garder. Par contre, tu vas devoir réapprendre comment est-ce qu'on envoie un email en Android, ou comment est-ce qu'on envoie un email sur iOS. Donc quelles sont les API, quelles sont les classes dont tu vas avoir besoin pour le faire. C'est ça c'est toutes les API propres à la plateforme. À la plateforme, exactement. Maintenant, tout ce qui se trouve en dessous, on parlait de développement C#, c'est du C# pour tout. Donc, tout ce qui est connexion, je sais pas moi, à une base de données locale ou connexion à un service web pour récupérer des données, tout ce qui est traitement mathématique, tout ce qui est business, il va être commun. Ça va être une couche commune apportée grâce au framework Xamarin et du coup, grâce au framework Xamarin qui met à disposition finalement le langage C# et le framework.NET sur ces deux OS. Xamarin n'aurait pas pu nous fournir une classe type qu'on va mettre dans les using Xamarin bidule device au pluriel et puis je fais xamarin.email avec les propriétés. Alors ils l'ont fait par exemple pour les contacts, ils l'ont fait. Ils l'ont fait pour les contacts, donc c'est disponible sous forme d'un package supplémentaire. Et du coup, tu fais using xamarin.contacts de mémoire, et après tu as une API de plus haut niveau qui te permet de requêter les différents contacts en fonction du device sur lequel tu es. Et après, c'est lui qui va se débrouiller pour appeler pour utiliser les bonnes API. Ils l'ont fait pour les contacts, mais ils l'ont pas fait pour tout en fait. Ils te laissent la possibilité, d'avoir la main en fait vraiment sur le code que tu veux écrire. Derrière tout ça, ma question était justement en fait, quelle difficulté va rencontrer un développeur d'app Windows lorsqu'il va se mettre à Xamarin. Donc la difficulté, c'est d'apprendre les spécificités propres aux devices mobiles iOS, Android. Ouais, disons que pour un développeur Windows, effectivement, ça va être ça. Ouais. Pour un développeur Windows C#, ce qu'il va devoir apprendre, effectivement, c'est les spécificités, donc les différentes API, mais également, parce que ça change, les spécificités graphiques de la plateforme. Il va devoir apprendre il va devoir apprendre Material Design, il va devoir apprendre que sur Windows un bouton c'est carré, sur iOS un bouton c'est pas forcément carré. Donc tous ces genres de choses, c'est des choses nouveaux. Et finalement, on se rend compte que c'est des choses qu'il aurait dû apprendre même s'il n'avait pas fait de Xamarin. Si on lui avait dit t'es développeur .NET C#, on a besoin de développer une application iOS et pour ça on va le faire en Objective-C, le développeur il aurait dû apprendre dans tous les cas les guidelines de la plateforme graphique, parce que ça c'est une obligation. Par contre, ce qu'il aurait dû également apprendre, c'est les nouvelles API, parce qu'il les connaît pas, et le langage.
Ça, il le connaît pas non plus. L'avantage de Xamarin, du coup, c'est de bypasser la dernière étape et de n'avoir à apprendre que les guidelines graphiques et les nouvelles API. C'est ça, donc tout va être développé en C# comme on l'a dit. Et il y a des avantages de travailler. Je dis quelqu'un qui doit commencer, outre le fait de développer pour plusieurs plateformes, mais si on doit en faire par exemple une application, on va dire que pour iOS, est-ce que c'est plus intéressant de développer en C# ou de développer dans d'autres langages, que ce soit Swift ou autre chose? Qu'est-ce que .NET pourra apporter, je veux dire? Tout dépend de ton profil, je dirais. Si tu es déjà développeur .NET, ça peut t'embêter de dire bah tiens, il faut que j'apprenne Swift ou Objective-C pour développer mon application. Je connais déjà C#, je connais C#, je connais .NET. J'ai un framework qui me permet de faire mon application iOS en utilisant ce langage et cette techno. Et on a tout à notre disposition du C#, du .NET est complètement intégré dans Xamarin? Exactement, tout est disponible. Donc le link, les documents XML pour récupérer et traiter d'XML par exemple, les événements, les délégués, tout ça, parce que c'est des notions qui n'existent pas toujours dans tous les langages, quoi. Oui, c'est vrai, mais du coup, en fait, c'est la force et l'objectif, j'aurais tendance à dire, de Xamarin, c'est de vous permettre de continuer à utiliser ce que vous connaissez de C# et en plus, effectivement, des dernières versions de C#. Donc, je pense par exemple à Async Await, qui est très prisé des développeurs. Bah ça, c'est pareil, vous pouvez l'utiliser en fait dans votre application Xamarin pour iOS ou Android. Et après, c'est lui qui fait sa petite tambouille interne au moment où vous compilez pour transformer votre Async Await en un code qui sera ensuite compris par la plateforme. Ok. Et donc, tu l'as dit, si on veut développer multiplateforme, on peut utiliser des instructions de précompilation pour pouvoir choisir si c'est Android, iOS ou autre. Pratiquement, toi, en général, tu fais ça comment? Tu crées tes applications avec cette manière-là, donc des instructions de précompilation, ou il y a d'autres techniques qui sont peut-être plus intéressantes? Alors moi, à titre personnel, ça dépend en fait. Vraiment, je fais vraiment les deux. Tout dépend du type d'application. Sur une petite application, en fait, tout dépend de si vous allez vouloir utiliser les shared projects ou les PCL. En fait, donc pour remonter un petit peu dans la compréhension. Explique-nous, oui. Ouais, pour développer votre application Xamarin, donc vous allez avoir, on va dire iOS, Android d'un côté, mais ça finalement c'est l'interface graphique de votre application. C'est là où vous allez dire, voilà, mon application va avoir un écran, dans cet écran je vais avoir un bouton, ce genre de choses. Donc le projet iOS ou Android ne va contenir finalement que l'interface graphique de l'application. Je t'interromps déjà à ce niveau-là, tous les aspects interfaçage graphique, il y a des outils pour ça? Sur Windows, avec Visual Studio et Xamarin Studio, vous avez le designer Android. Par exemple, sur Android, vous pouvez utiliser le designer Android qui fonctionne très bien, qui vous permet de voir les différents devices. Un peu la même chose que le designer finalement Windows. Hein. C'est ça. Et vraiment ça plutôt bien fait. Ça existe dans Visual Studio aussi alors? Ça existe dans Visual Studio. Dans Xamarin Studio, c'est vraiment, pour le coup, c'est vraiment extrêmement bien intégré. Il y a un vrai travail qui a été fait à ce niveau-là. Et du coup, donc vous avez, alors vous l'avez pour Android et à côté de ça, vous avez également pour iOS le designer des storyboards, donc qui représente finalement les vues en fait côté iOS. Je parle de vue, mais en fait c'est un petit peu plus large que ça. Mais pour résumer, si vous ouvrez un storyboard dans Visual Studio et que vous avez installé bien sûr Xamarin, ça marchera mieux. À ce moment-là, il vous chargera directement la vue iOS dans votre Visual Studio. Et ça marche sur Xamarin Studio aussi quand vous êtes sur macOS. Ok. Donc il y a de vrais outils en fait pour la partie design. Après, comme tous les outils, c'est des outils de design, donc on fait du drag and drop. On peut modifier les propriétés, on peut double-cliquer, on accède aux événements, sur d'autres choses. On peut également passer en vue code, typiquement que ce soit sur Android ou sur un storyboard. Finalement, l'interface graphique, ce n'est que du XML qui matérialise. Tiens, là je vais avoir un bouton, là je vais avoir une textbox, ce genre de choses. Donc on peut également modifier directement le XML. On le fait pas. Après, ça dépend là pour le coup des développeurs. Donc, juste peut-être avant de passer après un aspect plus pratique des choses, comment on va mettre tout ça en place. Moi, juste une petite dernière question pour moi.
on parle donc, on a du code qui va être du code commun, tout l'aspect business, et puis on va devoir créer les interfaces graphiques qui vont être propres et éventuellement adaptées à chaque plateforme, iOS, Android et autres. Maintenant, j'ai entendu souvent parler, par exemple, d'à peu près 70% de code commun réutilisable, qu'il ne va pas falloir redévelopper puisqu'il est commun aux 3 plateformes qu'on va utiliser. Exactement. Tu confirmes ça ou en pratique, toi, avec l'expérience que tu as, qu'est-ce que ça représente? Est-ce que c'est faisable déjà? Est-ce que 70% c'est bien comme valeur, enfin c'est correct? Alors, est-ce que c'est faisable? Oui, et 70%, c'est une bonne valeur en fait. Clairement, ce qui est sûr, c'est que ça dépend de l'application. D'une application à une autre, tu auras 70 ou 80 ou 90. Voilà, tout dépend vraiment de l'application, et tout dépend aussi, de la plateforme cible. Sachant que à partir du moment où on va avoir de l'iOS dans les plateformes cibles, là on sait qu'on va avoir une diminution de ce pourcentage, parce que iOS est celui qui va permettre, iOS va avoir le moins de pourcentage de réutilisation de code en fait. Parce que c'est là où autant sur Windows et Android on peut se débrouiller, il y a des éléments qui sont assez similaires, même des fois au niveau de l'interface graphique on peut reprendre des idées ou autres. Sur iOS, il faut vraiment tout refaire à la main, donc finalement tout ce que tu vas avoir de spécifique sur iOS, ça va être vraiment l'interface graphique, et c'est là où tu vas avoir beaucoup de mal à réutiliser du code en fait. Mais globalement, je prends une application Windows et Android, tu peux très très vite monter à 75, 80, voire un petit peu plus de réutilisation de code. 80% de pourcentage de réalisation de code. Et toutes les techniques, les patterns connus de programmation, on a vu par exemple dans un des podcasts précédents du MVVM et des choses comme ça, tout ça est applicable, puisque c'est du .NET, c'est du C#, on peut réappliquer tout ça directement dans ce genre de projet. Tout ça est applicable, et j'irai même plus loin, tout ça doit être appliqué dans ce genre de projet. Quel que soit, alors après il faut pas tomber dans l'extrême, mais quel que soit le pattern de développement, il a pour vocation de faciliter la maintenance, d'améliorer l'écriture des tests, d'améliorer la lisibilité, ce genre de choses. Du coup, c'est quelque chose qu'il faut clairement faire dans ce type d'application. Et pour ça, donc le pattern MVVM par exemple, t'en parlais juste avant, donc qui est un pattern à la base purement dédié aux applications XAML, donc aux applications Windows. Il y a des frameworks qui nous permettent de mettre en place ce pattern sur les applications iOS et Android. Donc c'est ce qui nous permet du coup de pousser encore un petit peu plus loin la réutilisation de code. Ah ouais, okay. Avant de faire un pas à pas dans la pratique, je dirais, j'ai encore 2 questions. De manière générale, est-ce que je peux commencer un projet Xamarin et me focaliser, bien évidemment, au minimum Windows, mais que sur Android, et plus tard, dans l'évolution ensuite du projet, me dire maintenant ça marche bien, c'est sur ces 2 plateformes, je vais être dans cette solution, je vais commencer la version iOS. Ou alors là, je vais droit dans le mur parce que ça va devenir une galère absolue. Si tu as bien, alors c'est toujours compliqué à dire, mais en gros, si tu as bien architecturé ton projet, ta solution avec tes différents projets, que tu as sorti dans un projet à part tout ce qui est logique applicative, et que tu as utilisé là où il faut le pattern MVVM, éventuellement avec différents frameworks, tu peux clairement faire ça. À titre personnel, par exemple, je sais que si je dois faire un projet Xamarin, je vais pas faire les 3 en même temps. Si on me demande de faire les 3, je vais pas faire les 3 en même temps. C'est pas possible de faire 3 technos en même temps. Donc je vais commencer par le premier projet. Ce premier projet, donc ça va être Windows. Donc je vais concevoir la logique applicative et l'interface graphique. Une fois que le projet il est terminé, à ce moment-là, je vais passer à la version Android. Sauf que du coup, toute la logique applicative, alors t'as des petits ajustements à droite à gauche à faire, parce que tu vas pas forcément à 100% avoir le même parcours, le même acheminement. Potentiellement, t'as pas forcément les mêmes écrans, mais dans 90-95% des cas, tu vas avoir la même chose. Donc t'as déjà une grosse partie de ta logique applicative qui existe déjà, et à ce moment-là, tu peux dire ok, maintenant je me concentre sur l'interface graphique. Et une fois que tu as fait la version Android, tu fais la même chose pour iOS. Donc ma question n'est pas si mauvaise que ça. En fait, finalement, c'est comme ça que finalement tu conseillerais de faire.
On se met à 100% l'application Windows. On se concentre ensuite sur Android, quitte à revoir peut-être des petits machins qui vont, et on reteste sur Windows si on n'a pas fait de bêtises, en gros, hein, c'est ça? Bien sûr, ouais, exactement. Ouais. Donc on y va étape par étape. Donc on va pas faire un nouveau projet, et en même temps on fait boum boum les 3 vues. Ok, ça marche, boum boum les 3. Non. Bah, tu peux, mais au final, tu vas te rendre compte que tu vas pas avancer très vite en fait, et ça va être assez frustrant parce que tu vas avoir quelque chose qui va être au petit oignon sur chacune des 3 plateformes, mais tu auras fait 1% de ton dev, alors que si tu avais commencé projet par projet, bah tu aurais été un petit peu plus vite. Enfin, c'est un peu moins frustrant, et surtout, bah ça te permet de t'assurer que tu fais vraiment les choses correctement en fait. Je rajoute une question. Vas-y. Denis, excuse-moi, je rajoute une question du coup. Ouais, vas-y. Si je fais un nouveau projet Xamarin, et comme tu disais, et ensuite je vais passer sur une à une les autres plateformes, les autres mobiles, ma question maintenant c'est, j'ai un nouveau projet à faire demain. Je vais mon application, mon idée c'est tiens je vais être dans le Windows Store, mais non. T'es en train de répondre à une question en me disant bah finalement fais un Xamarin, parce que demain tu sais pas si tu vas peut-être vouloir aller sur le marché Android. Et voilà la question que je me pose. Demain, je dois créer un nouveau projet. Dois-je directement me mettre sur Xamarin ou sur une application UWP 100% Windows? Moi, j'ai envie de dire, il faut faire du Xamarin. C'est une question assez vaste pour le coup. Après, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que rien de temps. Enfin, si tu fais une application UWP, dans tous les cas, tu vas quand même essayer de bien l'architecturer. Donc UWP, XAML, donc pattern MVVM. C'est le premier truc qui vient en tête et ce qui est le plus logique. Donc, quitte à faire appliquer ce pattern MVVM, que tu le fasses dans le cadre de l'application UWP ou que tu le fasses dans le cadre de tes applications Xamarin, tu le feras. Donc, j'aurais tendance à dire que ça ne coûte rien de démarrer sur une architecture de projet en lien avec Xamarin, quitte à ne pas faire de Xamarin tout de suite et à potentiellement le faire juste après. Donc quand je dis pas faire de Xamarin, c'est pas quand je dis pas faire de Xamarin, pardon, c'est tu vas penser ton architecture avec le pattern MVVM en tête. Donc tu vas penser ton architecture pour que ce soit compatible avec finalement iOS et Android. Par contre, tu vas te concentrer déjà sur UWP. Ok, donc tu vas faire ta logique avec tes view modèles, ce genre de choses. Et puis, si demain tu dis, tiens, j'aimerais bien finalement faire aussi mon application sur iOS ou Android, tu auras déjà finalement ta logique. Tu n'auras plus qu'à faire des ajustements et ou de l'interface graphique. D'accord, donc c'est pas gênant. Si on a bien travaillé le truc, on a bon projet, le projet peut être entre guillemets transformable vers Xamarin. Oui, tout à fait. Pour le coup, moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir un projet qui avait été qui était purement un projet Windows Phone, donc vraiment Windows Phone, ça n'avait pas été pensé pour du non, c'était pas du Silverlight non, Windows Phone WinRT, et donc c'était vraiment un projet qui avait été pensé pour cette plateforme là, et le client a dit après tiens, j'aimerais bien le faire pour iOS et Android. Alors on a réussi à transformer le projet pour le rendre compatible ensuite avec ces 2 autres plateformes. C'était justement ma dernière question. Dans l'expérience que tu as, toi, à Infinity Square, vous avez adopté à 100% Xamarin pour les projets multiplateformes? Ouais, alors effectivement, pour les projets multiplateformes, c'est pas facile à dire, tu vois. Pour ce type de projet, en fait, on est pragmatique et on étudie dans notre cas avec le client, quel serait le meilleur choix entre Xamarin, Cordova, ou pourquoi pas un simple site web en mode responsif. Donc on essaie vraiment de réfléchir avec lui, d'essayer d'identifier pourquoi Xamarin ou Cordova, parce que c'est la même chose, serait le meilleur choix. On travaille vraiment avec le client pour faire ça. Des fois le client nous dit je veux une application cross-platform et j'ai tous mes développeurs qui sont des développeurs .NET backend. Donc .NET C#, ils font que du back, ils ont jamais fait d'intégration web, voilà. Donc là, effectivement, Xamarin semble être la solution un peu adaptée. Là, parce qu'il nous parle de son équipe, il faut quand même parler du projet aussi, parce qu'il y a peut-être des spécificités qui font que il y a toujours des choses qui sont plus faciles à faire dans l'une ou l'autre des technos. Donc voilà, c'est vraiment, il faut vraiment. Nous, on étudie vraiment la question, on étudie le projet pour voir ce qui est demandé et ce qu'il faut faire. On étudie aussi le client et les développeurs.
Et au bout du compte, on réfléchit, on échange avec lui, on trouve en fait la meilleure solution. Clairement, il n'y a pas de règle. Enfin, dans notre cas, si quelqu'un a la solution magique, moi, à titre personnel, ça m'intéresse, mais dans notre cas, on n'a jamais été capable de trouver de règle absolue qui nous fait dire il faut obligatoirement pousser Xamarin ou il faut obligatoirement pousser Cordova ou ce genre de choses. C'est ça. Et si maintenant on passe dans peut-être le dernier morceau au niveau du podcast ici, c'est l'aspect pratique. Si on dit, tiens, voilà, y a une personne nous écoute, elle dit, demain je veux y aller, je veux développer. Déjà, première question, quel serait l'éditeur? On a parlé de Visual Studio, de Xamarin Studio. Il y a d'autres éditeurs possibles, et pour toi, quel est le meilleur? Alors non, au niveau des éditeurs, c'est Visual Studio ou Xamarin Studio. Donc c'est les deux qui vont permettre de faire du développement avec Xamarin. Mm-hmm. Après, quel est le meilleur? Moi, je suis développeur sur la plateforme .NET depuis quelques temps, donc je suis très habitué finalement à Visual Studio. Donc moi, mon choix premier est de me tourner vers Visual Studio parce que en plus avec Visual Studio, il y a tout un ensemble de plugins. Je peux le connecter, je peux installer GhostDoc pour les commentaires. Je peux avoir ReSharper. Donc, je suis très habitué finalement à mon environnement de développement à moi. Oui. Je sais que quand je dois travailler pour du Xamarin sur le Mac, donc là, il n'y a pas le choix. Alors, je pourrais faire une machine virtuelle, ce genre de choses, mais je me complique pas autant la vie. J'utilise Xamarin Studio. Xamarin Studio est bien aussi, en fait, surtout dans la nouvelle version où ils l'ont complètement réécrit. Maintenant, ça utilise Roslyn pour tout ce qui est IntelliSense, etc. Donc, il est vraiment très bien. C'est vraiment une question de choix et de goût personnel, en fait. J'ai rencontré des gens, c'est arrivé, qui me disaient qu'ils préféraient en fait, comment on appelle ça, Xamarin Studio, parce qu'il y avait des fonctionnalités de refactoring qu'ils trouvaient plus intéressantes dans cette idée-là que dans Visual Studio par exemple. Okay. Donc voilà, là c'est pareil, il n'y a pas de règle absolue, c'est une question de choix, une question de préférence. Voilà, si quelqu'un doit démarrer, il peut utiliser les deux en fait. Tu l'as cité, juste une dernière chose, tu l'as cité, il y a t'as parlé de pouvoir éventuellement développer avec Xamarin Studio sur Mac. Il y a un intérêt de développer sur Mac pour des applications iOS notamment, ou bien pourquoi avoir besoin d'un Mac? Alors le Mac est nécessaire pour les applications iOS pour toute l'étape de compilation. En fait, quand on compile une application Xamarin iOS, Xamarin.iOS, toute la compilation finalement se fait sur le Mac. Ce qui permet, c'est pour ça que ce qui est vraiment important, c'est ça, c'est que à la fin, comme la compilation est faite sur le Mac, elle permet vraiment d'obtenir un binaire natif, un vrai binaire natif en ARM. Et tu sais donner alors un éclaircissement, parce que j'en discutais avec un collègue encore ce matin, ils ont annoncé à la build un point par rapport à ça, mais alors c'est quoi? C'est un émulateur pour tester ou au niveau de Visual Studio, au niveau de l'intégration sous Windows? J'avais compris qu'on pouvait soit se détacher du Mac, soit, je sais pas, se connecter plus simplement au Mac. Alors en fait, ce qui se passe, c'est que donc je suis développeur, je veux faire une application Xamarin sur iOS, donc j'ai besoin. On va dire que je vais avoir besoin de mon PC parce que je veux utiliser Visual Studio et je vais avoir besoin du Mac pour la compilation. Donc mon PC et Visual Studio sont reliés ensemble via une connexion SSH et en gros dès que je compile sur mon PC, c'est envoyé au Mac qui compile et qui me génère le binaire. Okay. Pour tester mon application, je peux tester mon application directement depuis Visual Studio. Donc je fais F5 dans Visual Studio et là en fait ça me lance un simulateur sur le Mac. Donc c'est le simulateur qui est présent en fait sur le Mac, qui est présent quand on installe Xcode. Et du coup mon application s'exécute dans le simulateur. Donc ça c'est pas mal, mais du coup ça m'oblige. Donc je suis sur mon PC avec Visual Studio, je fais F5 et si je veux ne serait-ce que tester l'application, hop, il faut que je me tourne, que j'aille sur le Mac, que je teste l'application sur le Mac. Ah oui, non, ça marche, non. Ok, je reviens sur Visual Studio et je fais mes changements. Oui, il faut quand même deux machines, quoi, physiquement. Il faut quand même deux machines. Maintenant, juste avant d'enchaîner, c'est pareil. Si je veux tester sur un device physique, je suis obligé de brancher mon iPhone sur le Mac et je fais F5 depuis Visual Studio et là, ça passe par le Mac pour déployer finalement sur mon iPhone physique. Okay. Donc ça marche et encore heureux. Maintenant ce que les équipes de Xamarin ont annoncé récemment à la conférence Evolve,
c'est deux choses. La première, c'est la possibilité d'avoir le simulateur iOS qui tourne sur le PC Windows. Alors, c'est pas le vrai simulateur, en fait, c'est un viewer du simulateur qui est présent en fait sur le Mac, qui s'exécute sur votre PC. Donc en gros, c'est comme si quand vous faites F5 dans votre Visual Studio, vous avez une espèce de fenêtre, un petit viewer, quoi. Un petit viewer, un petit VNC qui s'ouvre et qui vous montre en fait le simulateur tel qu'il tourne sur iOS. Mais il faut quoi, une machine par développeur, une machine Mac par développeur, ou on peut se partager quand même cette machine? On peut. Alors avant c'était une machine Mac par développeur, et depuis qu'ils ont changé l'infrastructure comment on appelle ça, l'infrastructure côté Mac, pardon. Maintenant, comme ça passe par des connexions SSH, on peut avoir plusieurs développeurs de reliés finalement sur le Mac. Donc c'est le gros avantage. Et il n'existe pas, ne fût-ce que, je sais pas, par exemple chez Xamarin sur leur serveur, même quitte à l'acheter ou à le louer, des emplacements où on pourrait compiler ça. Je dois développer une application ou juste pour tester. Acheter un Mac, oui, ok, mais pour faire des gros projets, d'accord. Mais si je dois juste faire un petit test juste pour voir si ça marche, ça devient un peu compliqué et coûteux, non? Alors, tout dépend. Après, si tu as des sites qui te mettent à disposition des Macs que tu peux louer, par exemple. Donc tu peux louer ton Mac pendant une journée, un mois, une semaine. Tu peux faire ça. Il y a des sites qui proposent ça en fait, ce genre de choses. Xamarin ne le fait pas. Xamarin, eux, ce qu'ils te mettent à disposition, c'est des devices que tu vas pouvoir sur lesquels tu vas pouvoir déployer ton application pour la tester sur différents devices. C'est ça, pour avoir une batterie de device à tester au lieu de devoir les acheter tous. Ouais, okay. Exactement. Ça, c'est une offre chez Xamarin qui s'appelle Xamarin Test Cloud. Et l'idée est de dire que, à l'heure actuelle, sur le marché, la fragmentation côté Android est vraiment importante. Il y a beaucoup de versions d'Android, et pour chaque version d'Android, il y a beaucoup de types de devices différents. Côté iOS, donc les devices, on les connaît. Par contre, c'est pareil, il y a quand même pas mal de versions d'iOS qui sont en circulation. Et du coup, à moins d'acheter un device spécifique par marque et par version d'Android, ça devient quand même compliqué à gérer. Donc du coup, ce que met à disposition Xamarin, c'est tout un ensemble de devices. Donc ils ont plus de 200 devices comme ça, avec des versions d'Android et d'iOS différents. Et du coup, vous pouvez louer des heures de device pour tester en fait votre application dessus. Donc vous exécutez des tests d'interface graphique et vous pouvez voir, tiens, oui, là mon application s'est bien exécutée, là non, là il y a eu un problème, pourquoi, et vous pouvez regarder un petit peu ce qui se passe. Ok. Pratiquement, je suis développeur, comme je le disais tout à l'heure, on se met dans un contexte, développeur Windows, j'ouvre Visual Studio et je veux faire maintenant ma première application Xamarin. Que se passe-t-il? Dans le nouveau projet, j'ai du coup... Non, avant ça, que dois-je installer sur mon ordinateur? J'ai Visual Studio 2015. Et maintenant, Thomas? donc, je suis développeur, j'ai Visual Studio, je veux démarrer. Qu'est-ce que je fais? Donc, première chose, je vais sur le site de Xamarin et je me crée un compte, voilà. Et après, je télécharge en fait l'installeur de Xamarin. Cet installeur va me permettre de récupérer tout un ensemble d'éléments, donc les SDK Android, les machines virtuelles Android, ce genre de choses. Ça va me permettre d'avoir le plugin à Visual Studio qui va me permettre de créer mon application Android ou iOS directement depuis Visual Studio. Donc cet installeur, il fait tout le travail préliminaire. Il n'est pas compris dans Visual Studio 2015, une des dernières versions? Alors en fait, ce qui est compris dans l'installeur de la dernière version de mémoire, alors ça a peut-être changé du coup la suite au rachat et aux dernières annonces, mais jusqu'à il y a quelques temps, ce qui était compris, c'était le fait d'avoir un lien qui redirigeait directement vers l'installeur. Donc en fait, je faisais fichier nouveau projet Android, et là il me disait il faut installer l'installeur Xamarin. Clique sur le bouton et ça redirigeait, et ça installait et ça continuait. C'est ça, ok. Mais là, ça a peut-être changé. Là, effectivement, il faudrait que je regarde. J'ai pas réinstallé ma machine depuis quelques temps, mais il faudrait regarder. Peut-être que maintenant, c'est directement complètement intégré suite typiquement au rachat et aux dernières annonces. Mais voilà, de base, j'ai installé Visual Studio. Maintenant, j'ai Xamarin d'installer. Et je peux faire fichier, nouveau projet. Et donc là, j'ai différents types de catégories de projets qui apparaissent. Et donc je vais retrouver une catégorie Android et une catégorie iOS. Et dans ces différentes catégories, je vais retrouver mes templates de projets classiques. Je peux faire une application vide. Je peux faire, par exemple sur iOS, je peux faire une application à base de tabs, donc des onglets. Je peux faire une application dite maître détail.
Je peux faire une application coupée en deux. Donc voilà, j'ai différents templates de projet. Donc côté iOS, côté Android. Je choisis le template de projet qui m'intéresse. Je valide. Et là, je me retrouve en fait avec une partie de code C# dans laquelle je vais devoir écrire la logique de mon application et une partie de code graphique dans laquelle je vais devoir définir l'interface graphique de mon application. Après, reste à voir comment est-ce qu'on va architecturer tout ça. Si on veut faire les choses un petit peu correctement, on va mettre en place donc ce fameux pattern MVVM. Donc on va créer un autre projet dans lequel on va mettre tous nos fameux view models, donc toute la logique de notre application. On va créer d'autres projets pour tout ce qui est accès aux services, entité métier, ce genre de choses. Et tous ces autres projets finalement seront utilisés par le projet de view model, qui sera lui-même utilisé par le projet d'interface graphique, donc le projet iOS ou Android, pour du coup dire très bien, dans le projet d'interface graphique, j'ai dit que j'avais un bouton, ok, j'ai double-cliqué sur ce bouton, ça m'a amené dans le gestionnaire d'événements qui va bien, et dans le gestionnaire d'événements, donc là je retourne en C#, je vais dire j'appelle la méthode Intel du viewModel que j'aurais défini pour la vue. C'est ça, ces différents projets dont tu parles, tu l'as cité tout à l'heure, on peut faire, donc si je me rappelle bien, des projets de type PCL, portable librairie, ou bien des projets partagés. Tu sais réexpliquer un peu la différence et je dirais quel est le mieux. Celui qui doit choisir, moi c'est ma question que j'ai eue quand j'ai créé mon premier projet comme ça, c'est ok, il y a les deux, mais je fais lequel? Alors, en fait, donc il y a PCL et projet partagé, ou shared project. Ou shared, oui. Voilà, la différence entre les deux, c'est que une PCL est une bibliothèque de classe qui sera compilée. Donc à la fin, quand vous compilez la solution, au niveau de votre PCL, vous avez une DLL en tant que telle. Sur un shared project, la différence est que les éléments qui sont dans le shared project sont en fait copier-coller, oui c'est ça, sont copier-coller dans le projet qui référence ce projet partagé. Donc la vraie différence entre les deux est que dans une PCL, vous ne pouvez pas savoir sur quelle plateforme vous êtes. Par contre, donc vous ne pouvez pas utiliser dans une PCL les dièse-if Android ou dièse-if iOS. Par contre, dans un shared project, vu qu'il sera ensuite que le fichier que vous êtes en train d'écrire, donc le fichier C# que vous êtes en train d'écrire, sera copié-collé sur la plateforme. À ce moment-là, sur la plateforme, on est capable de savoir si on est sur iOS ou sur Android. Donc à ce niveau-là, les dièse-if sont activés en fait. Du coup, vous avez potentiellement plus de possibilités techniques dans un shared project que dans une PCL. Une PCL réunit l'ensemble des éléments communs à toutes les plateformes. D'accord. Donc c'est finalement très peu de choses. Enfin, c'est suffisant pour faire une application, mais c'est très peu de choses dans le sens où dans une PCL, on ne va pas avoir de référence vers les contrôles graphiques iOS ou Android par exemple, parce que c'est pas quelque chose de commun. Alors que dans un shared project, le fichier il est copié sur la plateforme. Donc c'est-à-dire que dans un shared project, je peux très bien utiliser à la fois des éléments graphiques iOS, des éléments graphiques Windows et des éléments graphiques Android. Ouais. Les trois étant appelés en fonction de la plateforme sur laquelle ils s'utilisent. Donc c'est peut-être un peu plus évolutif de faire des shared projects. Plus évolutif ou surtout plus puissant dans le sens où là du coup on a accès à toutes les fonctionnalités de la plateforme possible. Ouais, c'est ça. Ok. Et peut-être une dernière chose, si on se met de l'autre côté, donc là on est dans le code, mais si on se met dans l'interface graphique, donc on a parlé jusqu'à présent des interfaces graphiques pour chaque plateforme, donc on doit développer pour Android, on doit développer du code différent du coup pour iOS. Maintenant on a vu passer également tout ce qu'est Xamarin Forms. Alors qu'est-ce que c'est et explique-nous un petit peu. Alors Xamarin Forms, donc c'est quelque chose qui a 1 an et demi, 2 ans maintenant. Oui, ça va être ça. Donc l'objectif de base de Xamarin, c'est de dire, donc de Xamarin, là je parle vraiment de Xamarin, c'est de dire, ok, j'écris ma logique métier une fois et j'écris mes interfaces graphiques autant de fois que je vais avoir de plateformes différentes à cibler. Donc si je cible les 3 plateformes, je vais écrire 3 fois les interfaces graphiques. Ce qui est normal parce que chaque plateforme a ses spécificités graphiques. L'objectif de Xamarin Forms est d'essayer d'aller
encore plus loin en termes de mutualisation de code et de dire je continue de partager la logique applicative, parce que c'est ça que Xamarin savait le faire, donc on le conserve, mais c'est de dire surtout, je vais essayer d'écrire une seule fois mon interface graphique et de faire en sorte que ensuite, en fonction de la plateforme sur laquelle le code d'interface graphique que j'ai écrit s'exécute, les paradigmes s'appliquent. Donc je donne un exemple. Je vais écrire une fois un bout de XML dans lequel je vais mettre un tab control. Donc c'est un contrôle avec des onglets. Et ce bout de XML sera utilisé ensuite par chacune des 3 autres plateformes pour dire OK, donc les onglets sur iOS, ils sont en bas. Donc boum, je les mets en bas. Les onglets sur Android, ils sont en haut, donc je les mets en haut. Et les onglets sur Windows Phone, il n'y a pas vraiment de système d'onglets, c'est plutôt un pivot, donc j'affiche un pivot. Donc en fait, en fonction de la plateforme, donc je vais avoir moi je vais avoir écrit que je veux un tab control, et en fonction de la plateforme sur laquelle je vais m'exécuter, je vais avoir le contrôle correspondant qui sera affiché. C'est ça, donc ça te donne quelque chose, ça te génère quelque chose. T'es pas entièrement maître, je vais dire, du résultat graphique que ça va donner. Tu choisis l'élément et c'est lui qui va, en fonction de la plateforme, choisir la bonne représentation graphique pour pouvoir passer cet élément, c'est ça? Exactement. Alors ça, c'est le fonctionnement de base. Tu peux surcharger ce comportement pour faire en sorte que sur iOS, si tu veux que tes onglets soient en haut, tu peux surcharger le comportement de base pour le dire mets les onglets en haut via un système de renderer par exemple. Mais finalement de base, l'idée c'est de dire tu écris ton interface graphique une fois et après les paradigmes de la plateforme s'appliquent pour choisir les bons contrôles correspondant à ce que tu as écrit. Donc dans Xamarin Forms, on n'a pas de contrôle textbox par exemple. Textbox c'est le contrôle le plus, c'est un des contrôles les plus connus de par les développeurs. Ça existe dans n'importe quel techno. En Xamarin Forms, on n'a pas de contrôle textbox. On a un contrôle qui s'appelle entry. Mm-hmm. Et ensuite, une fois que le framework Xamarin Forms voit ce contrôle entry, en fonction de la plateforme sur laquelle il va dire OK, tu veux une entry, je suis sur Windows Forms, je te donne une textbox. Tu veux une entry, tu es sur iOS, je te donne une UI edit text, etc. etc. Ouais, du coup, on a un jeu de contrôle entre guillemets plus haut niveau qui est commun finalement à l'ensemble des 3 plateformes, donc Windows, iOS et Android. Et ensuite, à l'exécution ou à la compilation, on peut le faire, c'est au choix, on va avoir une représentation graphique qui va être dédiée en fonction de la plateforme. C'est ça, donc on est vraiment dans une couche vraiment de haut niveau avec un dénominateur commun. Il faut vraiment prendre la partie commune des 3 plateformes pour que ça fonctionne. Pardon, pour que ça fonctionne. Quoi. Ouais, c'est exactement ça, avec toujours en fait un objectif simple, c'est d'essayer de mutualiser un maximum de code. Donc, ce que je disais avant, on savait très bien le faire sur la partie logique métier. Là, on essaie de maximiser encore plus de code sur la partie interface graphique. Donc, c'est quelque chose de très nouveau, mais voilà, ça marche. Tant qu'on compile pas, on est toujours sur des émulateurs dans Visual Studio. Donc, je peux avoir mes 3 résultats directement de mes interfaces sur mon ordinateur. Alors, avec Xamarin Forms ou avec Xamarin normal? Xamarin Forms. Alors, je vais appeler ça limitation, mais c'est un terme un petit peu large, un petit peu fort, mais une des limitations à l'heure actuelle, effectivement, de Xamarin Forms, c'est qu'on n'a pas de rendu du code qu'on écrit. Donc on ne sait pas ce que ça va tant qu'on n'exécute pas l'application, on ne sait pas ce que ça va donner en fait, ce que le rendu va donner sur le device. C'est une des limitations actuelles. À la dernière conférence de Xamarin, donc qui a eu lieu au mois de fin avril début mai, donc la conférence Evolve, les équipes de Xamarin ont fait la première démonstration d'un previewer d'interface graphique Xamarin Forms. Je vais arriver. Donc en gros, j'écrivais mon code Xamarin Forms et à côté, je voyais le rendu instantanément en fait dans la plateforme qui m'intéresse. À minima, pour l'instant, il supporte Android et iOS. Windows arrivera sans doute, mais voilà, il commence au moins par ces deux-là. Ok, donc ça évolue bien quand même. Oui, c'est ça évolue bien. Pratiquement, c'est quoi? C'est du XAML? Techniquement, derrière, quand je dis vous écrivez du code Xamarin Forms, en fait, vous écrivez du XAML version Xamarin, pardon. Donc, on connaît le XAML qu'il y a chez Microsoft, avec ses namespaces spécifiques, ses contrôles, ce genre de choses.
Côté Xamarin Forms, on écrit un XAML qui ressemble, pour être très honnête, qui ressemble énormément à celui qu'on connaît chez Microsoft, mais qui n'est pas 100% le même encore à l'heure actuelle. Donc au fur et à mesure, il y a une unification, il y a une amélioration, mais il y a encore un petit peu de travail à faire à ce niveau-là. Il faut garder en tête que Xamarin Forms, ce que je disais, c'est un produit qui a 2 ans. Donc finalement ça reste quand même très très jeune en termes de produits, mais on voit que c'est ce que tu disais, Denis, on voit que ça et même toi, Christophe, ça bouge très très vite, ça évolue très très vite, et même Xamarin d'une manière générale, c'est des produits qui évoluent très très vite. Oui, il est peut-être encore un peu jeune, comme tu le dis. Tout n'est pas sec, quoi. De temps en temps, il y a des petits trucs qui sont un peu bizarres quand même dans Xamarin Forms, non? Oui, il y a des bugs, clairement, hein, il faut le dire, faut pas avoir peur de se le cacher. Donc il y a des bugs, il y a des comportements des fois un petit peu bizarres avec des listes, il y a des fois des petits problèmes de performance quand sur les listes, quand il y a beaucoup d'éléments, ce genre de choses, mais pour le coup, les équipes de Xamarin sont vraiment bien transparentes. Quand il y a des trucs qui marchent pas, elles le disent. Alors, quand vous posez la question et que vous dites que ça marche pas, ils vont vous dire oui, effectivement, ça marche pas. De même, ils vont pas dire que quelque chose ne marche pas. Ça, on peut pas leur en vouloir. Donc oui, c'est il y a des bugs, il y a des problèmes de performance à certains moments, mais quand on est sur quand on veut faire un petit prototype, par exemple, on veut tester rapidement quelque chose, ou quand on est sur une application métier où on est sur un affichage un peu tabulaire, qu'on n'a pas besoin de beaucoup d'interactivité, ce genre de choses, ça peut clairement faire le job en fait. C'est ça, tous les petits problèmes dont tu parles que Xamarin Forms possède peut-être dû à un aspect un peu de jeunesse. Dans Xamarin, les autres composants dont on a parlé avant, là, il n'y a aucun problème. Vous n'avez jamais vu rencontrer des problèmes. Nous, on n'a jamais rencontré de problème au sein de Xamarin. Alors, on sait qu'il y en a, mais du coup, on arrive à les identifier et du coup à faire en sorte de les éviter. Mais c'est pareil, c'est des problèmes qui se règlent à chaque nouvelle release de Xamarin. Donc il y a des problèmes parce que Xamarin ça reste un produit, donc dans tous les produits il peut y avoir des bugs. Donc oui, il peut y avoir des soucis. Ces soucis, où on les connaît, où on arrive à les identifier. Il y a des outils qui nous permettent, par exemple, tout ce qui est problème de performance. Il y a des profilers qui existent, et sur Android et sur iOS, et même sur Windows. Donc on arrive dans tous les cas à identifier des soucis si souci il y a. Des fois, on a tendance à accuser un peu trop vite l'éditeur. On se rend compte finalement, dans la majorité des cas, que le souci c'est pas forcément l'éditeur, c'est plutôt nous qui avons fait une erreur en fait dans notre implémentation, dans notre code, ce genre de choses. Ouais, mais oui, effectivement, des fois il y a des soucis en fait côté Xamarin. Il y a un bug tracker qui est ouvert, ils s'en cachent pas et au contraire ils sont demandeurs de bug fixing, de remontée d'informations, de remontée de bugs, sachant que depuis donc cette fameuse conférence Evolve, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le SDK Xamarin, donc le SDK, le runtime, donc tous les outils finalement de Xamarin sont accessibles en open source sur GitHub. Donc si vous voyez quelque chose qui ne marche pas bien, par exemple dans Xamarin, vous pouvez forker le projet, faire la modification et faire une pull request et vous contribuerez finalement à l'expansion de Xamarin par la suite. Ouais, pas mal. Ok. Tu vois un bel avenir de Xamarin ? Honnêtement, j'avais alors je vais pas dire des doutes parce que c'est un produit que je suis, alors ça fait pas forcément extrêmement longtemps que je le suis, mais je le suis depuis quelques années maintenant, sachant que ça existait avant et tout, mais au début c'était un peu je fais les choses dans mon coin et on verra ce que ça donne, et on s'est rendu compte que ils ont quand même réussi à conquérir pas mal de développeurs. On parle de plus en plus d'eux. Ils font des levées de fonds. Ils ont été rachetés par Microsoft. Donc ça veut, ça c'est ou c'est bien ou c'est pas bien. On sait pas encore pour l'instant. Mais autant avant j'avais quelques doutes et ça faisait un petit peu les cavaliers qui veulent promouvoir leurs produits. On sait pas trop ce que ça va donner. Maintenant que ça a été racheté par Microsoft, j'espère en tout cas que ça leur permettra d'avoir un bon avenir. Dans le sens où ouais, vas-y. Tu penses que Microsoft va profiter de Xamarin pour peut-être l'intégrer comme un système, je dirais, 100%, enfin pas 100%, mais à part entière dans le nouveau développement de la plateforme Windows
et compagnie. J'entends par là, est-ce que la question est un peu vaste peut-être à cet instant, mais est-ce que je peux imaginer que demain, l'avenir dans un an par exemple, finalement en fait ce que je vais coder, ça vient d'un historique Xamarin. Et pourtant, oui, mon projet c'est un projet standard que j'étais en train de créer, un peu comme si que ça serait l'UWP de demain. Tu vois un petit peu une sorte de fusion encore plus rapprochée avec l'existant. Ouais, effectivement, je vois ce que tu veux dire. C'est un peu un pari sur l'avenir en fait, dans le sens où. Est-ce que ça serait possible? Je pense qu'à l'heure actuelle, personne ne peut le savoir. Est-ce que ce serait possible? Oui, clairement. Je pense que. Je pense pas que. Tu décides de devenir un système où on développe un truc de base. Le truc, il est bon pour aussi Android nativement. Pareil. Je pense que je pense que c'est une possibilité parce que quand on voit les efforts que fait Microsoft, et c'est une réalité, quand on voit les efforts que Microsoft fait sur effectivement tout cet aspect cross-platform, alors avec Xamarin, mais même avec Cordova, ils investissent énormément sur la partie Cordova. Ils contribuent, donc ils le font par exemple aussi avec les compilateurs, par exemple C++, avec Clang, ce genre de choses, donc qui sont disponibles maintenant sur Windows et qui permettent de compiler pour iOS, ce genre de choses. Donc il y a une vraie effectivement, on sent une vraie volonté d'aller vers ce côté cross-platform. Savoir ce que ça veut dire, ce que ça représentera par la suite ou autre, ça on peut pas le dire. Maintenant on sent qu'effectivement il y a une volonté d'avoir cette espèce potentiellement d'unification et d'avoir évidemment, comme tu disais, de dire tiens, si demain je peux faire une application et potentiellement je peux l'avoir pour mes trois devices différents sans que j'ai besoin de faire quoi que ce soit, je caricature vraiment à l'extrême, mais c'est pas impossible et on a l'impression que ça veut essayer d'aller vers là en fait. Après, là, seul l'avenir pourra nous le dire. Je pense que je suis même pas sûr que chez Microsoft ils savent vraiment vers quoi ils veulent aller forcément dans un premier temps, mais voilà, on verra avec le temps. Concrètement, vous avez gagné beaucoup de temps maintenant chez Infinity Square avec Xamarin. Vous le conseillez donc sans hésitation pour le multiplateforme? C'est ce que je disais tout à l'heure. Alors ce qui est sûr, c'est que voilà, une SS2I, franchement, elle gagne du temps. Maintenant, qu'elle s'emmerde de plus, je veux dire vulgairement, à faire le projet Android, le projet Windows, le projet iOS. Alors, dans un cas qui n'est pas, voilà, comme tout à l'heure, qui n'ont pas des spécificités HTML. Concrètement, l'investissement vaut plus le coup qu'un développeur Swift Objective-C, un développeur sur Android et un développeur sur PC. Alors, nous on en est persuadés, et j'irais même plus loin que la partie Xamarin. Je pense que à l'heure actuelle, nous on pousse énormément le cross-platform, donc avec Cordova ou Xamarin, parce qu'effectivement, ça offre aussi des avantages, ne serait-ce qu'en termes de maintenance. C'est tout bête, mais là tu te dis avec ces technologies de cross-platform, tu corriges ton bug une fois. Et du coup, tu impactes tes trois plateformes. Si tu avais trois développements différents, tu serais obligé de les corriger 3 fois, sachant que ce serait pas forcément au même endroit, que ça va peut-être dépendre des éléments d'interface graphique. Donc, tu vas peut-être entraîner de la régression potentiellement sur tes trois devices, sur tes trois applications, alors qu'avec une approche cross-platform, tu vas quand même essayer donc tu vas potentiellement prendre du temps pour corriger ton bug, parce qu'il faut. Mais du coup, tu vas pouvoir te concentrer sur ce bug-là et avec une correction de bug, tu vas impacter tes trois plateformes en fait. Ouais, donc centralisé, quoi. Ouais. Même ce point-là, il est quand même important en fait. Et si on parle justement d'une société, une SS2I notamment, qui a besoin de travailler en Xamarin, une idée de coût, ça coûte combien pour avoir la licence ou pour démarrer? C'est gratuit. Il n'y a pas de Depuis la conférence Build, Microsoft, suite au rachat de Xamarin, ont annoncé que Xamarin serait disponible dans toutes les versions, ou pour toutes les versions de Visual Studio, de la version Community à la version Ultimate, full patate, et j'ai tous les droits. C'est ça. Donc donc à la société qui a renouvelé son contrat Xamarin en décembre ou janvier. Ah, dommage. Ah ouais. Bon là c'est un peu moche. J'ose espérer que il y a possibilité d'avoir des remises ou ce genre de choses par la suite. J'ai pu comprendre que c'était d'ailleurs vraiment le cas. Faut juste contacter les équipes de Xamarin à ce niveau-là. Mais oui, sinon ce serait un peu dommage.
Mais voilà, Xamarin est complètement gratuit depuis maintenant, on va dire presque 3 semaines. Donc il est complètement gratuit. Donc une société qui a Visual Studio et pardon, je reviendrai sur ta question, mais une société qui a Visual Studio a Xamarin en fait de base. Voilà. Ce qui est payant comme service, ça va être le support éventuellement, l'assistance, le Xamarin Academy, qui est une sorte d'école en ligne. Exactement. Et aussi le test cloud, où là on va pouvoir tester notre projet sur un peu plus de 2000 devices différents. Et enfin, ouais, non mais c'est tout, c'est ça qui va être payant. Non, oui, c'est ça. Alors effectivement, donc Xamarin Academy et Xamarin Test Cloud, donc sont des produits à part entière chez Xamarin. Donc eux, ils sont gratuits et comme Xamarin Insight, par exemple, pour faire tout ce qui est télémétrie et rapport d'erreur. Donc ça, c'est des produits à part entière. Donc eux sont payants, pardon. L'offre Xamarin de base, elle est gratuite. Maintenant, voilà. Si vous avez besoin de support un peu plus pointu, voilà, d'une réponse sous 12 heures, ce genre de choses, là vous allez effectivement devoir avoir un abonnement dit entreprise, et du coup vous allez devoir en fait payer ça. Effectivement, c'est normal. On est sur un niveau de service un petit peu plus élevé, qui justifie effectivement l'achat le coût de ce type de service. Il y a quand même juste, faut peut-être le dire, juste le store à devoir payer encore, je pense. Donc c'est-à-dire quand tu développes ton application, en tout cas chez Microsoft c'est ça, quand tu veux la mettre dans le store, tu dois payer quelques euros pour la placer, pour avoir un abonnement. Ah oui, oui, mais parce que là du coup on est sur, là c'est pas lié à Xamarin, c'est le store. Ouais. C'est vraiment les 3 stores, enfin les 3 éditeurs, Windows, Android et iOS, qui imposent le fait de devoir payer une cotisation. Ouais, pas une cotisation, mais devoir payer pour pousser ces applications dedans, en fait, dans les stores. Finalement, ce qui va coûter le plus cher, ça va être l'acquisition du PC. Le Windows 10 inclus est encore gratuit jusqu'à quelques mois. Et surtout, le plus cher, ce sera de payer un MacBook. Si besoin d'iOS, effectivement, ça va être ça. Alors après, c'est ce que je dis, il y a des sites qui vous permettent de louer des Mac dans le cloud. Donc, à voir si la durée du projet justifie la durée de la location versus l'achat d'un Mac. À l'heure actuelle, acheter un Mac, enfin, nous pour le coup, on a été obligé d'acheter des Macs, parce que il a bien fallu s'y mettre, et on arrive à s'y retrouver en fait finalement pour l'achat d'un Mac entre 500 voire ça démarre à 500 euros en fait. Donc vous n'êtes pas obligé de prendre un MacBook, vous pouvez prendre un Mac Mini, ça fonctionne très bien avec ce type de device aussi. Donc effectivement, ça reste un investissement, on parle de 500 euros. Rapporté à l'échelle de ce que pourrait vous rapporter votre projet ou autre, je pense que c'est clairement pas comparable, quoi. Ok. Tu sais si tu as des applications qui sont déjà, ou des applications de renom qui travaillent déjà avec Xamarin? Ou Christophe, t'en connais peut-être? Moi j'en connais. Vas-y Christophe. Slack, Pinterest, il y a Jaguar aussi, il y a AXA qui travaille avec, il y a EasyJet pour les marques mondiales les plus connues. Ouais. Après en France, nous nos applications sur nos téléphones, à part Slack, pardon, BetClick en France qui fait du Xamarin. D'accord. Après il y a alors j'en connais d'autres, mais donc j'ai pas forcément le droit de citer des concurrents, mais non, c'est des là en l'occurrence je parle de clients, mais c'est des clients sur lesquels on n'a pas le droit de communiquer, mais effectivement il y a des éditeurs de logiciels dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'immobilier, qui utilisent ces différentes technos. Voilà, donc ouais, si il y a Microsoft aussi qui l'utilise. Je pense toujours à ça, ça me fait toujours un petit peu sourire. Le jeu Wordament, qui était assez répandu pendant un moment, a été développé en fait à l'époque en Xamarin. Ah ouais, déjà les premières versions. Alors je sais pas quelle première version, mais je sais pas ce que tu appelles première version, mais je sais que à l'époque Wordament, de Windows Phone 7. Alors je sais pas si c'est cette version-là, mais je sais que la version iOS et la version Android de Wordament sont à minima en fait en Xamarin. Ouais. Donc c'est un produit qui est utilisé, qui mérite d'être utilisé. Voilà, il faut l'essayer. Ouais, il faut l'essayer, et vous verrez que vous serez très vite intéressé et attiré par le produit. Faut noter qu'on ne parle que d'applications qui sont dans les stores, c'est ça, hein, et on n'est pas sur des applications bureau. Hormis pour les applications UWP qui
elles font les deux. Après, le reste. Non, mais c'est une application qui provient des stores. Ce sont des applications qui seront mises à disposition sur les stores. C'est ça que je veux dire. Ah, alors ok. Donc oui, sauf qu'après, ça c'est juste le processus de distribution. Nous, on a travaillé avec un client qui a souhaité son application Xamarin et qui a souhaité la distribuer en interne. Donc vraiment une application réservée aux membres de l'entreprise. Il l'a distribuée via un outil de MDM. Donc, en l'occurrence qui s'appelle AirWatch. Donc que ça provienne du store ou que ça provienne d'un outil interne, peu importe. Finalement, ce que vous avez au final, c'est un binaire qui est considéré comme un binaire natif. Donc le store, lui, il le voit comme un binaire natif. L'outil de déploiement interne, il le voit comme un binaire natif. Donc après, voilà, ça marche. D'accord. Nickel, quoi. Cool. Ok. Voilà. Je pense qu'on a fait déjà une bonne introduction, même plus que ça concernant Xamarin. Donc, je vais dire, tu nous as expliqué en gros quelle est l'approche de Xamarin pour créer des applications multiplateformes, pourquoi il est toujours intéressant de développer d'ailleurs en C#, et qu'il est possible de partager son code entre nos différentes applications, Android, Windows et iOS, et que pratiquement nos applications peuvent ainsi se créer au sein même de Visual Studio. Ça, c'est quand même toujours intéressant pour les développeurs. Et qu'on a différents simulateurs pour valider tous nos développements. Donc tout ça, je pense que c'est effectivement très, très intéressant. Juste peut-être pour terminer, on peut peut-être signaler, renseigner qu'il y a un livre gratuit qui est écrit par Charles Petzold. Il y a certainement beaucoup d'autres aussi documentations, mais celui-là est directement présent sur le site de Xamarin. Et donc c'est un célèbre vulgarisateur, Charles Petzold, qui fait des livres sur les technologies Windows et les langages de programmation, mais ça fait plus de 30 ans maintenant. Donc on va le retrouver gratuitement sur le site de Xamarin. Il a d'ailleurs été engagé, je pense, par la société. Oui, il est maintenant c'est un écrivain de documentation officielle chez Xamarin. C'est son nouvel employeur. Ok, parfait. Christophe, je sais pas si tu as d'autres questions, d'autres remarques? Non, pour l'introduction, maintenant, on va peut-être passer au contenu. Oui, voilà. Ouais, c'était un peu facile là, jusque-là. Oui. On va replanifier alors un deuxième podcast. Non, ça va. Alors. Je sais pas si toi, Thomas, tu as d'autres infos à nous fournir? Non, enfin d'autres infos, pas spécialement. Je pense qu'on a découvert, finalement, comme tu l'as dit, on a abordé pas mal de choses. Il y a beaucoup de choses encore qui arrivent en fait côté Xamarin, donc ont été annoncées lors de cette conférence Evol. Donc pour l'instant, c'est des outils encore en preview. Ça marche, comme toutes les previews, un peu quand ça veut, mais ça permet un petit peu d'y voir un peu plus clair sur ce vers quoi les équipes de Xamarin travaillent, là où elles vont dans les prochains mois, hier semaine, mais là on est même sur les prochains mois. Ouais. Donc l'actualité des équipes de Xamarin, de tout ce qui tourne autour de Xamarin Form, de toute la partie test aussi, tout ça. Une chose est sûre, c'est que ça va énormément bouger dans les prochains mois. Donc voilà, restez attentifs à ça. Je pense qu'il y a pas mal de choses qui pourraient vous intéresser et qui seront annoncées assez rapidement. Parfait. Peut-être juste alors avant de nous quitter, est-ce que tu peux nous dire comment on peut faire pour te contacter, un Twitter ou autre chose? Oui, alors sur Twitter, donc c'est @Thomas_Lebrun. Sinon, par email, tlebrun@infinisquare.com. Okay. Voilà. Sinon, sur Facebook ou voilà, vous me trouvez un peu partout, donc n'hésitez pas. Je ne mords pas. Enfin, je ne mords plus, pour être très précis. Ok, un grand merci en tout cas. Grand merci pour ta présence aujourd'hui, pour cette présentation de Xamarin très intéressante en tout cas, je pense. Je pense que beaucoup de nos auditeurs vont créer des applications multiplateformes maintenant, dans les prochains jours, si c'est pas déjà fait d'ailleurs peut-être. Donc n'oubliez pas que vous pouvez toujours nous suivre en podcast audio, mais également en podcast vidéo, directement sur YouTube. Donc envoyez-nous un message, c'est toujours sympa, ça nous fait toujours plaisir. Même s'il y a des questions, on les fera suivre ou Thomas ira directement les lire aussi. Donc dans les commentaires de l'émission ou simplement un petit tweet pour nous soutenir. Merci beaucoup, à bientôt Thomas, à bientôt Christophe. À bientôt. Merci bien, au revoir. Au revoir.